Le développement du sport a été malheureusement accompagné par une vague de violence. On note des blessures par là, des tensions par ici, au point que à chaque fois qu'on a une rencontre sportive, on a des problèmes de sécurité. Et certains tentent de justifier cela par la passion du jeu. Effectivement, il y a de la passion quand on joue. Ou bien l'inconscience. Il y a des gens qui disent que c'est plutôt un déficit de sécurité. Mais il y a un point qui a été soulevé ici à la Maison de la Presse par les acteurs lors de la formation de Dakar, c'est-à-dire le problème des intrus. Il y a des individus en fait qui viennent à une compétition juste pour semer la zizanie, sans pour autant se soucier de l'issue de la compétition. Et donc cela est à prendre en charge. Quels ont été les acteurs qui ont été impliqués? Nous avons impliqué les associations sportives et culturelles, notamment leurs dirigeants, les supporters, mais aussi les joueurs qui sont sur le terrain. On a également impliqué les organisations de la société civile, en tant que garde-fou, mais aussi en tant qu'acteur susceptible d'influencer les politiques publiques dans le sens d'une meilleure prise en charge du sport en général et du football en particulier. ASC et mouvement Navétane. Vous savez que le développement des ASC est calqué sur la naissance du mouvement Navétane. Navétane, que vous savez, c'est un mot qui vient du mot navet, qui signifie la saison des pluies, en rapport avec une activité, navétane, une activité qui est pratiquée pendant la saison des pluies. Le mouvement a été créé dans les années 60 par le président, l'ancien président de l'IAF, M. Mamadou Diak, Lamine Diak, pardon, à la suite d'un diagnostic sur les problèmes de jeunesse. Et cette réflexion avait conduit à 3 recommandations, à savoir une meilleure prise en charge des jeunes en termes de formation, en termes d'emploi, mais aussi en termes de loisirs. Et c'est ce dernier volet loisir qui a été pris en charge par M. Diak en créant le Navétane, qui au départ avait pour objectif de rassembler les jeunes d'un quartier autour d'un ballon de foot. Et c'est par la suite que le mouvement s'est développé au niveau départemental. Aujourd'hui, on a les ODCAV, puis au niveau régional, on a les ORCAV, et enfin au niveau national, nous avons l'ONCAV, qui chapeaute tous ces organismes. L'emprise du volet sportif sur le volet culturel. On parle d'associations sportives et culturelles, et pourtant, dans le vocable sénégalais, quand on parle d'ASC, on dit automatiquement, on pense en tout cas automatiquement au football. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Il y en a qui disent que c'est un manque de moyens. Mais en tout cas, ce volet culturel devrait être pris en charge. Les femmes, les grandes absentes du football sénégalais. Heureusement, on a une équipe de football féminin dans cette salle. Mais on les voit très souvent en tant que supporters ou membres de commissions féminines. Mais on voit rarement les femmes occuper des postes de responsabilité. Ce qui est un problème pour les féministes que certains sont. Je ne dis pas que je suis féministe, mais bon. Et on a noté une institutionnalisation des ASC. Institutionnalisation et limite dans le sens où aujourd'hui, on a des mouvements dits renouveau qui contestent la légitimité des organismes dits authentiques. Le contexte. Dans quel contexte ce projet a été mené? L'ambassade de France venait de lancer son appel à projet PISCA en 2017 et quelque temps après, on assista au drame du stade d'Ambadjo. C'était un 15 juillet 2017 et la compétition était malheureusement virée au drame. On a enregistré 8 morts
des supporters d'une même équipe. Et certains, en fait, fustigeaient le dispositif sécuritaire qui a été déployé ce jour-là. Mais il y en a d'autres qui disaient que ce sont les supporters qui étaient à l'origine de ce drame. Je ne suis pas juge, je ne pourrais pas en dire plus. Et on a noté aussi des dissidences, je l'ai dit tantôt, des organismes authentiques en charge du championnat national populaire contre le CND. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé ce projet à l'ambassade de France qui nous a ouvert les bras. Et dans ce projet, nous avons réalisé cette étude sur la violence dans le sport. Et quelle en était la méthodologie? L'objectif de cette étude était de recueillir les perceptions en fait, des acteurs sur les causes, les conséquences et les solutions à la violence. Et pour cela, nous nous sommes rapprochés des acteurs du sport de masse et des associations de quartier pour collecter les informations. Tout d'abord, les questionnaires. Nous leur avons soumis un mini-questionnaire qui comportait 17 questions codées et des sous-questions pour recueillir les avis des uns et des autres sur leur connaissance, leur expérience et les propositions de solutions face à la violence. Et l'échantillon. Vous savez aujourd'hui qu'au Sénégal, on enregistre plus de 5000 ASC. Et nous avons jugé utile de ne travailler qu'avec 4 villes du Sénégal, que sont Dakar, Mbour, Kaolack et Saint-Louis. Nous avons interrogé 109 personnes, toujours dans le cadre avec les ASC et OSC. Pour être plus exact, nous avons travaillé avec 95 personnes venant des ASC et 14 personnes venant des organisations de la société civile. Et la moyenne d'âge était de 33,49. La technique d'entretien utilisée était la technique directe en fait. En fait, nous avions soumis les questionnaires directement à notre public en les mettant sous observation de l'équipe de recherche de Timbuktu Institute. Et c'était dans le cadre des ateliers de renforcement de capacité qui ont été organisés dans les 4 villes ciblées par le projet. Quels sont les points saillants de l'étude? Tout d'abord, les perceptions de la violence. Vous savez que la violence n'enregistre pas qu'une seule définition. Que l'on s'intéresse aux sciences humaines, aux sciences sociales ou aux sciences politiques, nous avons des définitions qui diffèrent selon l'objet auquel on s'intéresse. L'Organisation mondiale de la santé avait donné une définition de la violence qui semblait faire un consensus. Une définition selon laquelle la violence serait le fait de vouloir commettre intentionnellement à quelqu'un d'autre ou proférer des menaces en vue d'obtenir quelque chose. Je résume tout simplement la définition de la Banque mondiale. Et quand on a interrogé les acteurs sur ce que c'est la violence, il y en a un qui nous disait que c'est l'utilisation de la force ou du pouvoir physique ou psychique pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Un autre nous disait que c'est un phénomène dangereux et récurrent qui menace notre société, surtout le sport. Déjà, à travers ces deux définitions, on peut dire que les jeunes, les acteurs, ils maîtrisent ce que c'est que la violence, mais ils sont conscients du fait qu'elle est compromettante de l'avenir du sport. Il y en a qui nous disaient que la violence, c'est un acte barbare ou commis par des personnes irresponsables, ou l'arme des faibles. D'où notre question, est-ce que la violence est l'apanage du milieu sportif? On a enregistré plus de non que de oui, parce que 59% nous ont dit que ça n'est pas l'apanage du sport, alors que 41% disent le contraire. Et pour creuser davantage cette question, on leur a posé
une question à savoir si il y a plus de violence dans le milieu navétane que par rapport aux autres sports. Et là, les acteurs nous ont dit à 70% de oui, il y a plus de violence dans le mouvement navétane que dans les autres sports. Et on a remarqué que les joueurs, à 100%, ont répondu par l'affirmative que la violence est non seulement l'apanage du sport, mais que la violence est plus présente dans les stades. Alors que les dirigeants et les supporters disent que la violence a une large majorité, que la violence n'est pas l'apanage du sport, mais qu'elle est plutôt l'apanage du mouvement navétane. Alors, les types de violence. Qui dit sport, messieurs, dames, dit force. Qui dit force peut penser à la violence. Donc, le couple violence et sport semble aller de pair. Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que les deux notions pourraient même relever de l'oxymore, c'est-à-dire réunir des termes dont le sens est opposé. La violence, en fait, son objectif est de transgresser l'ordre qui est établi, alors que le sport, en tant que tel, se fait tout en respectant des règles bien établies. Donc les deux notions sont diamétralement opposées. Et on s'est amusé à poser la question si les acteurs ont été victimes de violences verbales ou ils ont été plus victimes de violences physiques. Ils nous ont répondu à une large majorité, à 80%, un peu moins, que la violence est plutôt verbale. En tout cas, ils ont été plus victimes de violences verbales que de violences physiques. Mais retenez que, quel que soit le type de violence, ça peut compromettre l'avenir du sport en général et du football en particulier, notamment le football populaire. Une violence en baisse, toujours selon les acteurs, hein. Une violence en baisse malgré sa persistance dans les stades. On a voulu mesurer l'évolution de la violence dans le championnat national populaire. D'où la question comment la violence évolue. Et ils nous ont répondu, les acteurs, à 64,2% qu'elle a diminué, contre 22% qui dit qu'elle a augmenté. Il y en a qui sont dubitatifs en disant qu'il n'y a pas eu de changement à 13,8%. Et dans quel endroit cette violence, même si elle a évolué, dans quel endroit la violence est plus ressentie? Les acteurs nous disent que c'est au niveau des stades. Ce qui est vrai, je l'ai dit tantôt, le drame de Demba Diop prouve amplement que dans les stades, nous continuons à enregistrer des scènes de violence. Mais la violence aussi peut se poursuivre en dehors du stade, d'où les 24% que vous voyez là, qui nous disent que dans les alentours, ça peut aussi se faire, ou dans les quartiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le lieu de naissance de la violence, ça peut se poursuivre ailleurs. Par exemple, une violence qui prend naissance dans le stade va certainement continuer dans les quartiers et ainsi de suite. Ce qui nous ramène à un cycle de violence dont on ne sait où ça va nous mener. Les acteurs pacifiques. Ils sont pacifiques parce que quand on leur a posé la question de savoir si vous avez une fois provoqué une bagarre qui fait partie de la violence, je ne vous apprends rien. Ils nous disent à 92% qu'ils n'ont jamais provoqué de bagarre. Et seulement 7% ont été honnêtes. En tout cas, ils sont honnêtes quand ils nous disent qu'eux, ils ont une fois provoqué une bagarre. Et vous voyez ce grand pourcentage de non-là comparé aux gens qui s'en sont sortis avec des blessures. Non à seulement 58%, oui à 42%.
Donc malheureusement, il y a des gens qui ne provoquent pas des bagarres, mais qui s'en sortent avec des blessures. Comme on dit en Wolof, voilà, merci. Et pour terminer les points saillants de l'étude, qui pour lutter efficacement contre la violence. Vous savez que nos forces de défense et de sécurité jouent un rôle important dans le maintien de l'ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publique. Et on a posé la question à nos acteurs de savoir qui est en mesure de prévenir la violence. Et la grande bande que vous voyez en bas, ils nous disent qu'il faut d'abord de la sensibilisation. Ensuite, du renforcement de capacité. Et les forces de défense et de sécurité arrivent seulement en troisième position. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ne nient pas du tout l'action des forces de défense et de sécurité en matière de prévention de la violence. Mais ils sont conscients du fait qu'ils doivent être sensibilisés, les acteurs, mais ils doivent recevoir aussi un renforcement de capacité. Donc, ce qui est une remise en question de soi-même. Et donc, cela réconforte un peu les forces de défense et de sécurité. Et pour ce qui est de la lutte en tant que telle, tout à l'heure on parlait de prévention. Pour ce qui est de la lutte contre la violence, là, les forces de défense et de sécurité arrivent largement en tête. Rôle des forces de défense et de sécurité, 59% disent que le rôle est positif, seulement 13% disent le contraire et il y en a qui sont plutôt mitigés. On va terminer par là en formulant un certain nombre de recommandations. Tout à l'heure, Mademoiselle Gom, Khadija, a lu l'appel de Dakar et il y a d'importantes recommandations qui y figuraient. Mais nous vous en présentons quelques-unes. Tout d'abord, nous proposons de multiplier les ateliers de renforcement de capacité et la sensibilisation sur l'impact de la violence dans le milieu sportif. Les acteurs ont été vraiment demandeurs, que ce soit à Dakar, à Kaolack, Saint-Louis ou Mbour. Ils nous ont dit qu'ils ont besoin d'ateliers de renforcement de capacité pour sensibiliser les jeunes à la non-violence. Veiller au renforcement du dispositif sécuritaire lors des matchs afin de s'assurer d'une bonne gestion des tensions entre équipes pour éviter ce qui s'est passé dernièrement à Dakar. Il faudrait veiller à ce que le dispositif sécuritaire soit renforcé. Conscientiser les jeunes sur les conséquences de la violence verbale d'abord et de toutes les autres formes de violence ensuite. Une violence verbale peut arriver à des actes, à une violence dite physique. Favoriser le dialogue à la place de la violence verbale, psychologique et physique. Et enfin, utiliser le forum de la plateforme BISCA qui vient d'être présenté par Intersemble pour échanger et participer à trouver d'autres moyens d'exprimer leurs adversités que par la violence. On a un forum où tous les acteurs peuvent échanger sur comment faire pour prévenir la violence dans le milieu sportif. Et Madame, Messieurs, je m'en vais m'en arrêter là, en attendant de recevoir vos commentaires, vos questions, et voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.